Alors bonjour à tous, on utilise cette fois une nouvelle solution technique pour le webinaire, donc on est encore un peu balbutiant, on est désolé, mais on est très content de vous accueillir. On espère que vous nous entendez. Normalement, il y a un onglet chat auquel vous pouvez accéder. Si quelqu'un peut nous dire si ça fonctionne bien, ce serait vraiment super. Ah, je vois des pouces levés. Donc Ah déjà, on a des super. personnes qui se sont connectées. Bonjour à tous. Désolée aussi pour le retard. En effet, comme disait Jean, on est très heureux de vous accueillir pour ce premier webinaire de l'été et qui concerne la participation à un congrès et notamment comment on répond à un appel à communication pour un poster ou affiche scientifique. Depuis le début, on va avec Jean vous donner quelques petits éléments sur la conception, comment on s'y prend, et puis on aura deux exemples concrets. Donc on espère que ça va vous plaire et vous satisfaire. Du coup, on a la chance d'accueillir en effet Loïc Bernot qui se présentera tout à l'heure, qui est infirmier à Claudius Regaud. Et puis Cyril Salarost qui est patient partenaire à l'ICM. Du coup, je vous le disais, il y a un petit onglet chat que vous devez pouvoir utiliser normalement sans problématique si vous avez des questions. On essaiera de prendre quelques minutes après chaque présentation pour pouvoir répondre à vos questions. Si c'est bon pour vous, on peut lancer. C'est, Sophie, ça te va? Alors, juste quelques mots pour débuter, une présentation qui se veut théorique mais pas trop et qu'on espère surtout pratico-pratique. Alors, pourquoi parler de poster? Alors, le poster, d'abord, c'est le format de communication scientifique qui est le plus utilisé dans les congrès. Vous le voyez sur cette petite image qui est encore... Enfin, c'est assez révélateur en fait de la réalité des congrès. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu la chance de se rendre, par exemple, au CDF, qui est un congrès majeur en sciences infirmières francophones, mais il y a des immenses allées de posters comme ça où on ne peut pas, où on est au milieu de la foule et on essaie de voir un petit peu les affiches de l'autre côté. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des milliers de posters qui sont présentés chaque année. Et c'est le premier contact souvent qu'on a après sa recherche avec la communauté scientifique. C'est vraiment un outil de diffusion, de collaboration et aussi de carrière. En fait, il faut vraiment voir que ce poster, il est important parce qu'une fois que vous avez vos résultats, ça va être aussi un peu la première occasion pratique de les confronter à la réalité. Parce que même si vous avez une publication, souvent on n'a pas de retour direct. Et là, ça permet d'avoir des infos. Alors, un poster, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord pas un article imprimé, ni un mémoire. Donc, même les IPA, et je pense à ça notamment qui font de superbes revues de littérature, par exemple, en lien avec leur pratique clinique, eh bien, on ne peut pas tout à fait transposer ça d'un seul coup comme ça, parce que sinon, ce serait un petit peu imbuvable. Et le principe du poster, ce qui est le contraire de cette diapositive, c'est surtout d'être visuel et qu'on puisse bien voir où sont les choses importantes, et c'est un outil un peu de synthèse. Alors, il faut aussi que ce soit un outil un peu de déclenchement de conversation, parce que là, vous n'allez pas en général dans les congrès pouvoir présenter les choses en direct, sauf dans les sessions de poster, mais ce ne sera pas en plénier, donc il va falloir attirer un petit peu les gens. Et du coup, on peut dire que le succès d'un poster, il se mesure par les discussions, les contacts, les collaborations, les idées nouvelles qui arrivent. Et c'est là qu'on peut commencer à sentir un petit peu l'impact que va pouvoir avoir sa recherche. Et donc, ça commence des fois par un appel à communication. Comme le disait Jean, on présente les posters la plupart du temps à l'occasion de congrès, de colloques, etc. Et c'est l'occasion pour le groupe GIRCISO de vous rappeler que le 13e colloque interrégional de la recherche paramédicale aura lieu à l'île de la Réunion le 27 novembre 2026. Et on vient d'avoir tout frais, tout neuf, les appels à communication. Donc là, si vous voyez, si vous retrouverez le lien à un endroit et probablement, je crois, sur le site du GIRCISO, vous pouvez avoir directement accès à cet appel à communication. Et si vous regardez un petit peu vers le bas, il y a des consignes qui sont données. Là, on vous dit de soumettre un résumé, maximum 300 mots, avec une certaine police, où on présente l'introduction, les objectifs, la méthode, les résultats intermédiaires ou
obtenu si l'étude est finalisée. Donc, on en a eu beaucoup à tous les congrès qui vous intéressent, soit dans vos spécialités aussi. Vous pouvez regarder, la plupart du temps, il y a des sessions de posters scientifiques. La suivante. Il faut se poser aussi pourquoi on répond à, à un appel à communication. Il faut déjà savoir est-ce que, bon, la plupart du temps, on va essayer quand même de pouvoir participer à un congrès et autant profiter de cette occasion pour, comme disait Jean, rencontrer du monde et commencer à créer son réseau. Mais il faut se poser ces questions, les questions suivantes. Déjà, pourquoi on va faire ça? Il faut définir le fil conducteur et quel message vous voulez faire passer. C'est surtout, c'est autour de ce message que va se construire l'affiche ou le poster. Qui va lire? Donc, qui participe en fait à ce congrès et parmi les congressistes, qui peut être intéressé? Que veut le congrès? Donc, ça veut bien vérifier les consignes et quel est le public. Identifier le niveau scientifique de l'auditoire. Effectivement, ce ne sera pas la même chose si vous allez à un colloque société savante très pointu dans un domaine ou quelque chose de plus généraliste ou vers des étudiants, etc. L'erreur fréquente, c'est de vouloir tout raconter. Donc, c'est, voilà, il faut faire, comme on dit, le deuil de quelque chose. C'est le message principal qu'il faut illustrer. Et puis, bien lire les règles de l'appel à communication qui sont souvent très précises. Là, juste aujourd'hui, il y a la société de médecine interne qui accueille aussi des paramédicaux qui précisait que l'étude bon, ne devait pas avoir été publiée et que si on ne se présentait pas au congrès pour présenter le colloque, on était inéligible pour les 5 ans à venir. Donc il y a des choses, des fois c'est très strict, il faut bien regarder. Diapo suivante. Donc, pour le poster en soi, il faut peu d'informations, mais qui soient pertinentes et utiles. Le poster doit être autonome, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir regarder et compris sans que le concepteur du poster soit là pour l'expliquer. Et on se centre sur le message à diffuser. L'objectif de ce support visuel, c'est qu'il soit utile et on ne demande pas nécessairement à ce qu'il soit une œuvre d'art, même si en premier lieu, il pourrait attirer l'œil, mais, euh, mais pas remplir son rôle. Donc il doit rester attractif, car au milieu de 300 posters, que voit-on? On voit un titre, on voit la couleur et le message central. Diapo suivante. Donc là, j'avais repris, et puis d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que le diaporama qu'on fait là, il a été conçu par Jean, euh, Magali Auba, qui est une de mes collègues, et moi-même, avec en s'aidant de plusieurs ressources qu'on a trouvées un petit peu partout. Et là, j'avais trouvé sur, à l'époque, ça s'appelait Twitter et maintenant X, mais je crois que Monsieur Lucas Morin, qui est épidémiologiste à l'INSERM, n'est plus présent sur ce réseau, mais il avait publié à l'époque, juste en post-Covid, tout un petit fil pour expliquer comment créer un poster en moins de 45 minutes. Donc, j'ai repris certaines captures d'écran de ce fil qui m'avait bien plu à l'époque. Donc, en fait, il dit, si on considère que tous les congressistes vont passer 1 minute 5 par poster, ça peut être une option, mais qui en réalité n'est jamais comme ça. On ne se promène pas dans les allées en faisant les uns après les autres. On va peut-être avoir d'autres stratégies pour regarder les posters. Ensuite, ça peut être quelque chose d'assez flippant d'être au milieu de la foule à attirer le chaland devant son poster. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut essayer d'obtenir des, avoir les meilleures astuces possibles pour être opérationnel et le plus pertinent. Diapo suivante. Voilà, il y a l'option 2 qui serait que on va regarder finalement, on va faire oui dans l'ordre, mais on va regarder que la moitié des diapos. Mais en général, voilà, encore une fois, c'est pas ce qui se produit dans la réalité. Diapo suivante. Je sais plus. Ah, voilà. Et puis, ce qu'il disait aussi, c'est que voilà, les erreurs, surtout visuelles, à ne pas commettre, c'était surcharger, là, si vous voyez à gauche les diapos, en mettant plein de textes, plein de graphes et de figures très complexes sur lesquels il faudrait s'arrêter plus de 10 minutes,
ou au contraire après à droite là, on voit bien les goûts et les couleurs. Peut-être on dit ça se discute pas, mais en même temps, voilà, il y a des choses, on voit directement que c'est un peu, un petit peu criard. Alors ça peut attirer l'œil, mais c'est pas forcément le le meilleur, la meilleure option. Diapo suivante. Voilà, et là, encore pire, mais là, le copier-coller, des feuilles, A4 sur une grande feuille et des tableaux, ça, je crois que je l'ai jamais vu. Par contre, beaucoup de textes comme ça peut encore se voir, c'est à éviter et je peux en parler tout à fait sereinement parce que, moi-même, j'ai réalisé une fois un poster. J'ai j'ai plus recommencé parce qu'en effet, j'avais, ce travers-là de vouloir mettre beaucoup de textes, essayer de on va voir plus tard qu'il faut ménager un petit peu d'espace pour que ce soit aéré. C'est pas toujours un exercice si évident quand on a envie d'un peu de trop en mettre. Diapo suivante. Ça, c'est un extrait qu'on a été chercher dans la... Alors, je crois que c'est... Là, j'y vois pas bien. Je crois que c'est la revue médicale suisse. Je sais pas si tu peux confirmer, Jean. Euh, Ou en tout cas, c'est un petit C'est document. l'Université de Genève Voilà, qui qu'on avait a fait ça. trouvé sur l'université de Genève, qui est un petit document qui est assez bien foutu, voilà, qui décortique un petit peu tous les éléments d'un poster en expliquant dans les bulles là les erreurs à éviter. Par exemple, ne pas mettre un titre en majuscule. Ça, j'ai vu dans plusieurs articles que le titre ne devait pas, enfin, l'utilisation des majuscules partout était à éviter. Il faut pas mettre des effets d'ombre ou de relief. Il faut bien sûr mettre un titre enfin, mettre qui on est et son affiliation. Pour l'introduction, ne pas mettre trop de texte et essayer de faire peut-être des tirés. Il faut que le déroulement du texte soit logique, que la couleur du fond permette de rendre lisible quand même le texte ou le logo. Il ne faut pas qu'il y ait de phrases trop longues, qu'il y ait une police d'écriture trop petite. Ça, après, on a aussi des astuces pour voir quelle est la police idéale. Alors, je crois qu'il faut pouvoir imprimer son poster sur une feuille A4 et puis pouvoir le regarder à bout de bras en pouvant le lire. Qu'il y ait trop de couleurs, qu'il y ait une conclusion en paragraphe à la place de tirer et qu'on ne mette pas les coordonnées. Vous aurez la référence et vous pourrez aller regarder plus dans le détail encore d'autres petites astuces. En suivant. Donc, il faut prévoir le contenu. On peut se servir d'un abstract hein, si on a fait commencer à rédiger quelque chose. Mais enfin, bon, l'idée, c'est quand même d'avoir quelque chose de logique, rassembler les illustrations et les tableaux de résultats, et puis avoir le logo et la signature de l'établissement qu'on représente aussi, et puis une adresse pour pouvoir être éventuellement recontacté, pour pouvoir être recontacté. En suivant. Et ben là, je crois, ça y est. Jean. Alors, c'est vrai que, on se dit toujours: «Bon, bah, une fois qu'on a obtenu son appel à communication, voilà, bon, beh, je vais me lancer, je vais m'y mettre, je vais ouvrir un PowerPoint et je vais faire, directement, tout mettre dedans et puis, ça va le faire, en fait». Et c'est vrai que ça, c'est pas forcément, une super idée. Sophie l'a illustré, juste avant avec, les exemples de posters où on voyait les résultats qu'on avait, d'une enquête, même de terrain dans un service qui peut avoir été faite, hein. Ça veut même dire qu'on va présenter des résultats de recherche, mais rien que transmettre une expertise, locale, ça peut se faire aussi par le biais de posters dans certains congrès. Et faire un copier-coller d'un tableur Excel et ben, ça marche pas trop pour faire un poster parce qu'on arrive souvent à ce qu'elle montrait un truc un peu surchargé, difficile à lire et qui va pas retenir l'attention. Par contre, si vous avez vraiment réfléchi à votre message, qu'est-ce que vous voulez, que le lecteur et le visiteur du poster retiennent? Quelle est la logique, le fil conducteur? On en reparlera. Comment est-ce que
vous voulez structurer cette information. Comment est-ce que le design y rend les choses à la fois claires et aussi, impactant? Et ben, on arrive plutôt à, un poster qu'on va retenir et qui va être assez attractif. Finalement, il faut bien garder en tête qu'un poster, c'est un exercice de synthèse intellectuelle et si vous passez pas par cette étape de mise à distance un peu de votre travail et de réflexion sur, un petit peu comment, qu'est-ce que vous voulez, un peu vendre dans votre recherche, et bien, ça fonctionne un peu, moins bien. Alors, on a l'habitude en communication scientifique de toujours parler du plan introduction, méthode, résultat, et discussion. C'est vrai que, habituellement dans les posters, on retrouve, l'ensemble de ces éléments, en sachant qu'il faut quand même que, l'analyse, les résultats, vos illustrations un petit peu, ce soit quand même le cœur, des choses et puis, même s'il ne faut pas négliger la partie méthode, il faudra que vous soyez devant votre poster pour pouvoir, et ben, répondre aux questions des visiteurs, mais c'est peut-être pas, la partie à détailler le plus de manière enfin, on va dire de manière tout à fait intégrale, sauf si vous présentez, par exemple, le protocole d'une étude, ça c'est assez évident. Sophie l'a dit, le titre, les auteurs, l'université et puis bien sûr, tout cet aspect de contact qui est vraiment extrêmement important. Je vous le disais au début, hein, le poster, c'est un moyen de faire du lien, c'est un moyen de créer du lien avec d'autres établissements, d'autres équipes et puis, surtout de pouvoir partager par la suite. Alors, qu'est-ce que ça, vous l'aurez, hein, ce détail-là, mais juste vous dire, un petit peu ce qu'on retrouve dans chaque, partie. Le titre notamment, il faut vraiment qu'il soit lisible et un peu accrocheur. On n'est pas obligé de faire un résumé. Vous verrez qu'on parlera de QR code après et je vous redirai, ça peut être intéressant par exemple d'enregistrer une version commentée de votre poster qui est accessible via un QR code. L'introduction, de manière assez classique, c'est l'ensemble des éléments qui positionnent un petit peu le problème. Il faut que ce soit très succinct, hein, 2-3 points pour arriver à pourquoi est-ce qu'on s'est posé cette question finalement. Vos objectifs, la méthode, puis tout ce qui va être graphique, les tableaux avec les résultats principaux. C'est peut-être pas le moment de s'attarder sur, des résultats trop secondaires qui du coup auraient peut-être moins d'impact que ce que vous voudriez, montrer parce que ça pourrait un peu, noyer, votre résultat principal que de les présenter et du coup, c'est vraiment quand même quelque chose d'assez, stratégique. Une conclusion qui est assez, si possible percutante, ne pas oublier les références parce que vous êtes quand même dans la plupart des cas dans une communication scientifique qui est toujours un peu, justifier par la bibliographie ce qu'on a fait, c'est toujours très bien et si vous avez déjà la publication de sortie, citez la référence de votre publication. Tout ce qui va être remerciement, ça peut être faisable, mais c'est pas forcément, ce qui est, privilégié. Alors, sur la forme, on en a parlé, eh bien, il y a quand même un peu des standards, à, réfléchir et en tout cas, auxquels il faut souscrire parce que, juste pour une question de lisibilité. Déjà, les polices sans sérif, c'est-à-dire sans les espèces de petits traits qu'il y a sous les lettres, elles sont beaucoup plus lisibles que les autres. Il faut faire vraiment attention à la police que vous utilisez dans les posters parce que c'est quelque chose qu'on va lire de loin la plupart du temps et du coup, des polices très calligraphiées, ça peut faire beau, mais ça sera pas lisible et du coup, ce sera juste beau et les gens auront pas accès à votre contenu, ce qui pourrait être un petit peu, dommage. Heu, dans l'idée des couleurs, c'est pareil, vous voyez, quand on a toutes les couleurs d'un seul coup, on se sent tout de suite un peu agressé. Il vaut mieux, éviter ça et en général, on ne fait pas plus de 3 couleurs. Et notamment en incluant les couleurs de votre institution parce que, Sophie l'a dit, hein, les logos, ça fait partie des choses, importantes, à mentionner pour valoriser à la fois votre institution, mais aussi pour pouvoir vous retrouver. Peut-être des fois avoir des dégradés de couleurs peut aider pour accentuer certaines choses, mais en tout cas, tout ce qui va être rouge, vert et arc-en-ciel, c'est un peu, compliqué. Ici, vous avez aussi des éléments de taille de police, hein, avec le titre qui doit être entre 90 et 120, les sous-titres en 50, le texte en 28 et les légendes en 20. Il faut vraiment respecter ça parce que Sophie le disait, la lisibilité à distance, c'est un enjeu et si vous vous rappelez la première photo, où il y avait beaucoup de monde autour de vous, c'est vrai, que, on peut vite être un peu pris au dépourvu si un poster est pris, d'assaut. Alors là, on va pas tous vous les détailler, mais ça, ce sont quelques outils qu'on a un peu sélectionnés pour pouvoir aller
vous faciliter un peu les choses. Alors, le site Better Poster, qui a un blog, est super parce qu'il vous montre plein de posters qui ont eu des prix et qui étaient parmi les meilleurs. BioRender, c'est quelque chose qui vous aide à faire, par exemple, si vous êtes plutôt du côté biologie, des molécules, des cellules, des schémas assez facilement. Alors, il y a Canva, que je pense tout le monde connaît de plus en plus, avec des versions gratuites qui vous aident de manière très simpliste, enfin, ouais, très facile, à faire des posters. Il va régler directement si vous lui dites que vous voulez quelque chose taille A0 à la taille A0 et vous proposer en fait des polices qui vont ensemble, des couleurs qui vont ensemble et surtout il y a beaucoup de modèles qu'on peut modifier. C'est peut-être un peu plus simple pour commencer que PowerPoint. Et puis vous verrez Harvard, il est dans notre bibliographie, hein, sur comment est-ce qu'on fait pour communiquer autour d'un poster, des simulations pour voir si la colorimétrie est compatible avec des personnes qui sont atteintes de daltonisme, par exemple. Alors, d'autres petits trucs et astuces, je vous ai parlé des QR codes. Alors, les QR codes, ça peut servir à plein de choses. C'est vrai, ça se fait aussi facilement sur Canva, par exemple. Alors, j'ai pas de lien d'intérêt avec Canva, parce que faudrait pas croire qu'ils nous versent de l'argent avec Sophie. Mais pas du tout. Mais c'est assez simple. Et du coup, ces QR codes, ils peuvent par exemple vous permettre d'avoir la bibliographie. Ils peuvent vous permettre de renvoyer vers votre article s'il est publié, mais aussi, c'est ce que je vous disais, sur un poster un peu commenté sur YouTube. Et là, bon, ça demande un peu de technique et un peu de préparation, mais c'est vrai que c'est assez apprécié d'avoir, au-delà même du poster, un petit 90 secondes à peu près, enfin 1 minute 30, 2 minutes, de présentation du poster par le chercheur. Tout ce qui va être coordonné, vraiment important, on l'a dit plusieurs fois. Et puis de bien penser à tout ce qui va regarder le template, c'est-à-dire le modèle. Est-ce qu'il y a un modèle qui avait été proposé par le congrès ou est-ce que vous êtes complètement libre? Parce que ça peut conditionner par exemple le fait qu'un poster soit affiché ou non. Et puis toujours privilégier aussi tout ce qui va être les relectures. Alors par des collègues qui connaissent le sujet, mais aussi par une tante acariâtre, ça marche toujours. Et c'est vraiment important parce qu'elle sera critique et c'est ça euh, qui est important pour pouvoir améliorer la lisibilité un petit peu des choses. Alors, que vous dire aussi dans la conception des choses? Eh bien, faire attention au sens de lecture, à la linéarité des choses. Vous voyez là sur ce qui est présenté, s'il y a les flèches, ça guide le lecteur, ça va fonctionner. Mais il faut faire attention au sens de lecture habituel parce que sinon on aurait tendance après les objectifs à aller lire l'analyse avant de lire la méthodologie et on peut vite se retrouver un petit peu embêté. À côté de ça, et ça fait sens, c'est complètement en lien, c'est aussi prévoir un petit peu les choses sur comment est-ce qu'on va raconter l'histoire de notre poster. Parce qu'on l'a dit, vraiment le poster, c'est un lieu de rencontre entre collègues, entre pairs, entre chercheurs. Et bon, eh bien, en face de vous, vous allez avoir parfois des pairs, parfois des chercheurs, parfois des gens qui ne sont pas du tout chercheurs alors que vous l'êtes. Et du coup, quand vous allez leur dire, bah, on a réalisé une étude prospective randomisée multicentrique, bon, bah, il va vous dire super, mais en fait, c'était quoi ton problème et qu'est-ce que vous en avez fait en fait, qu'est-ce que ça vous permet? Et c'est là qu'il faut réfléchir au discours que vous allez avoir devant votre poster, mais Sophie détaillera ça un peu plus tard. Mais commencer par, en fait, on était confronté aux nausées vomissements des patients qui recevaient de la chimio et on n'arrivait pas à trouver une solution qui fonctionnait bien. Donc, on s'est posé des questions sur en équipe comment est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer cette expérience patient. Eh bien, ça permet de plus accrocher aussi les personnes. Pardon, je pense que c'était. Non, c'est moi encore, Sophie? Ok, c'est encore. Oui, Du coup, l'histoire du do it yourself ou d'utiliser un gabarit, eh bien, ça va dépendre du congrès, parce qu'il y a des congrès qui vont vous imposer des choses et d'autres non. Même sur des journées scientifiques régionales, là, a priori, à La Réunion, il y a pas on n'impose pas un gabarit, mais il peut y arriver qu'on vous impose sinon à minima des logos ou de mettre le nom de l'événement. Donc je vous le disais, un Canva c'est plus facile que PowerPoint, mais PowerPoint permet très bien de se débrouiller aussi, tout dépend du degré de maîtrise des outils. Bien sûr, si vous êtes dans la catégorie qui sait utiliser Adobe Illustrator, ben, bravo à vous déjà, parce que c'est pas tout simple, mais ça permet de faire des choses magnifiques. Mais on peut vraiment faire des choses très intuitives et très simples avec Canva. Je pense que ça peut être pour une première expérience assez facilitant. Et après,
On en parle beaucoup, hein, mais et d'ailleurs cette diapo, elle a été réalisée par l'intelligence artificielle à partir des références biblio que je lui ai données ce matin. Heu, qu'est-ce que peut faire l'intelligence artificielle pour vous aider à faire, votre poster scientifique? Alors bon, ma première mise en garde, c'est que l'IA, elle remplacera jamais ni le chercheur, ni le praticien, ni l'infirmier clinicien. Elle va vous aider à augmenter votre créativité, mais en tout cas, vous êtes l'expert et l'IA, ça va être plutôt votre assistant. Elle va pouvoir vous permettre, par exemple, de générer des idées, de structurer le message, de peut-être vous faire un brainstorming sur quel angle original je peux utiliser pour présenter mon poster. Elle peut vous aider à rédiger et simplifier le contenu. Mais attention, si vous n'êtes pas extrêmement calé en termes de prompt, de parler la langue de l'IA, eh bien, ça peut être un peu compliqué de lui demander de générer du contenu parce que là aussi, il y a le l'élément qui s'appelle les hallucinations et elle peut, si vous lui demandez de générer sans lui donner du contenu, s'écarter et vraiment, vous produire des choses qui ne soient pas justes. Elle peut vous aider à créer et améliorer vos visuels. Par exemple, ça, c'est concrètement un visuel qui a été créé par de l'IA. Et je pense qu'il y a eu la publication des nouveaux textes infirmiers, c'est une digression là tout de suite, mais vous avez dû voir qu'au lieu de publier des textes du journal officiel, maintenant tout le monde publie des synthèses qui sont générées par l'IA et on les reconnaît parce que les iconographies, elles ont un peu ce style-là avec des couleurs, des encarts, des flèches comme ça. Vous ferez attention si vous allez sur LinkedIn à regarder ça. C'est tout généré par l'IA. Ça peut vous aider à améliorer le design et la mise en page, mais attention vraiment à l'utilisation de ça parce que ça peut aussi tout vous mélanger. Vous aider à relire et optimiser l'impact, préparer votre pitch et anticiper les questions, ça c'est vraiment un outil qui est génial pour ça. Et dans les boîtes à outils qu'on vous a mis, eh bien, il y a plusieurs IA, là aussi parce que on n'est pas, on n'a pas de lien d'intérêt spécifique avec elles, mais les IA génératives conversationnelles comme ChatGPT, Claude, Gemini, elles peuvent vous aider vraiment à générer le contenu. Sur la mise en page, Canva a lui-même un outil d'IA qui fonctionne bien. Napkin, ça vous aide à faire des figures, par exemple, à partir de textes que vous auriez. BioRender, de la même manière. Et puis, sur tout ce qui est relecture et langage, eh ben, il y a DeepLewrite, notamment, ou Grammarly, qui peuvent vous aider à reformuler les phrases pour qu'elles soient un petit peu plus claires. Je pense que c'est à toi, Sophie. Oui, donc après, avant d'aller d'envoyer votre version finale, vous pouvez vous poser ces questions-là. Il faut pouvoir répondre oui à mon message tient en une phrase, il est lisible en moins de 10 secondes, mon poster peut être compris à 2 mètres, mes résultats dominent visuellement, j'ai supprimé 50% de mon texte et une personne extérieure comprend mon message. Donc ouais, ça peut être une petite checklist juste avant d'envoyer à l'imprimeur. Et peut-être, là, Une j'y diapositive. pense Ouais, tout de suite, oui. vous savez, il va falloir accrocher le poster. Et du coup, pour accrocher le poster, des fois, ils vous demandent avant d'aller chez l'imprimeur, enfin, ils vont vous dire s'il faut des œillets, pas des œillets. Ça, c'est à prévoir et à réfléchir avant d'envoyer, en tout cas, parce que sinon, vous allez vous retrouver un peu embêté devant le poster le jour J. Bah, d'ailleurs, on passe à la diapo suivante au jour J. Ah, elle y est plus le jour J. C'est ça? Bon, en tout cas, ah voilà, le Oui, mais jour après, J. Ok, on oui, fera un c'est retour ça. en arrière. Oui, pensez à l'organisation, c'est quoi? C'est des grilles, c'est des panneaux, enfin voilà, normalement les organisateurs ont tout ce qu'il faut pour vous aider à accrocher vos posters, des crochets ou du scotch ou quoi, mais éventuellement voilà, vous renseignez quand même sur cette organisation-là. Ensuite, il faut être présent pendant les pauses. Bah, voilà, pas être timide et puis aller à côté de son poster pour pouvoir répondre aux questions. Et puis peut-être gagner un prix. On n'y va pas que pour ça, mais peut-être qu'on aura des témoignages derrière où c'est vraiment très valorisant et quelque chose d'important. Et c'est aussi une raison pour laquelle il faut aussi préparer aussi son petit pitch, son petit speech ou pitch de poster, parce que quand on se retrouve sur scène, il faut quand même dire quelque chose de ce travail. Et justement, ce pitch,
il faut essayer de l'imaginer qu'il n'excède pas 90 secondes avec une accroche, comme disait Jean tout à l'heure. Pourquoi ce problème? Plutôt que raconter, on a fait une étude prospective, hein, etc. Raconter vraiment l'histoire. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la situation? C'est quoi le contexte? Mais comme on voit un peu dans des petits résumés assez attractifs dans certaines revues ou articles, où voilà, qu'est-ce que cette recherche apporte en plus? Des choses comme ça. Donc, qu'avons-nous découvert? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si on arrive à faire un petit pitch en 90 secondes avec ces 4 sections, c'est une très très bonne approche. Diapo suivante. Donc ça, ce sera peut-être Jean, il pourra mieux vous en parler parce que moi, c'est toujours très très pénible d'être devant un poster ou de dire quelque chose. Mais adopter une attitude ouverte, souriez, saluer, engager les visiteurs avec des questions ouvertes, prévoir éventuellement des supports complémentaires comme des flyers, des miniatures, des biblios. Certains avaient des fois des cartes de visite ou le QR code, ça peut aussi être là du coup tout à fait. Voilà, pour continuer, soit voir le résumé vidéo ou de la biblio ou autre chose. Et puis, si personne ne vient vous voir, vous pouvez vous-même, là, il faut être encore plus à l'aise, mais ça se fait. Pour engager la conversation, prévoir soi-même d'aller vers les passants et dire, bah, vous, est-ce que vous travaillez sur cette thématique? Est-ce que parmi ça, quel aspect vous intéresse? Ou vous êtes au concret? Pourquoi? Connaissez-vous cette approche pour aller, voilà, comme on fait pas son marché, mais quand même aller de l'avant et être avenant. Diapo suivante, c'était peut-être sur les critères. Voilà. Et donc, comme on dit, des fois, on peut gagner des posters. Il y a des prix du jury. Et là, en général, le jury, on va se distribuer des grilles d'évaluation. Là, ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais on évalue aussi bien la forme. Là, c'est à 50%, on évalue la forme. Par exemple, impression globale de la composition en termes de couleur, d'équilibre, d'attractivité, d'informations variées dans leur nature, texte, images graphiques, qualité des graphiques, illustration en relation avec le sujet et les textes pas trop longs. Et puis à 50%, le contenu. Là, c'était pour une thématique bien précise, mais bon, questions posées et pertinentes, originalité du projet, appréciation de l'impact des résultats attendus sur la prise en charge des patients, utilité. Les éléments utiles à la compréhension générale sont présents, clarté des éléments proposés. Ce sont des grilles qui se remplissent assez facilement et qui font la part belle aux deux aspects forme et fond. Et puis là, sur le côté, oui, alors je sais plus, pardon, la petite photo à côté de la grille d'évaluation, c'était des fois en congrès, on se retrouve où on a tout, on peut avoir avec un QR code ou un WooClap, les participants peuvent eux-mêmes sélectionner les posters, les classer, leurs 3 préférés par exemple. Et là, on avait une petite photo avec tous les titres des posters affichés, avec des numéros, et on vote sur un WooClap ou sur un sondage qu'on scanne par téléphone. Et en suivant, je crois que c'est la dernière, hein, on va arriver ensuite à nos intervenants. Là, c'est pour illustrer voilà, les personnes qui gagnent le prix et qui vont sur l'estrade dire un petit mot de leur poster. Alors, ils reçoivent un petit cadeau, mais aussi ils sont sur scène et c'est toujours. Enfin, quand on voit après ce qu'ils publient sur LinkedIn ou les retours, c'est vraiment quelque chose, et pour l'institution aussi, qui est très important. On finit par la diapo de référence, je crois. Vous pourrez avoir accès à tout ça en suivant. Et on va passer peut-être sans attendre la parole à Cyril Sarost, parce que je crois on a commencé un peu en retard, nous on a pris juste une demi-heure. Et puis on verra pour les questions après en enchaînant avec les deux intervenants. Ok, d'accord, merci beaucoup. Ben oui, le retard, c'était essentiellement de ma faute parce que je n'avais pas à me Non, connecter. non, non. Donc, rendons à César ce qui est à César. Donc, on va partager déjà. Ouais, et on vous Euh, laissera bien vous présenter, hein, Cyril. d'accord, alors, on va partager. Hop, on va partager ça. Donc, bonjour. Alors, je pense que vous voyez On ce voit très partagé. bien, oui. Ok, super. Donc, bonjour, je suis Cyril Saros-de-Mentière. Je suis à Montpellier. Je suis patient partenaire. Donc, ça veut dire que j'ai une pathologie cancéreuse, et que j'ai passé un diplôme, et je l'ai passé à la Sorbonne, à l'Université des patients à Paris.
Et sinon, dans la vie non patient, je suis ingénieur de recherche au CNRS Université de Montpellier, à l'Institut de génétique humaine à Montpellier. Pas facile de passer après cette présentation, puisqu'en fait, tout a été dit à peu près. Et j'ai reçu le message un peu tard, j'ai pas forcément compris toutes les consignes que j'avais pas bien lues certainement. Je vais reprendre donc beaucoup de choses et je vais pas vous parler explicitement d'un poster, puisqu'en fait ça va faire à peu près 25 ans que je fais des posters. Chacun va être très différent en fonction mais ça a été dit, du type de lieu, du type de congrès, du type de participants au congrès, mais globalement les idées sont les mêmes. Et si j'ai un peu de temps, je crois que j'ai une vingtaine de minutes, sur la fin, je montrerai un des posters que j'ai fait qui forcément ne me plaît pas, mais par contre, il avait été primé. Et c'est ça qui est important aussi, c'est qu'un premier prix poster, enfin un prix poster, c'est certes le poster, c'est certes le contenu, et c'est certes le présentateur. Donc en fait, tout ça est lié, et c'est ce qui a été dit. Et c'est important de faire un maillage de tout ça. Donc je vais commencer par déjà une vraie question qui est poster ou talk. Parce qu'en fait, dans des congrès, vous pouvez soumettre un abstract, un résumé, au moment de l'appel à projet, comme ça a été dit. Et alors, ou vous cochez d'entrée poster et vous allez faire un résumé pour un poster, ou vous pouvez très bien présenter un résumé pour un oral, mais votre résumé ne va pas être retenu pour un oral, mais pour être retenu pour un poster. Et c'est là où c'est important, c'est que dans votre tête, il faut que vous construisiez les choses différemment. À partir du moment où votre résumé a été retenu, à vous de bien comprendre si c'est pour un oral, si c'est pour une présentation sur affiche, donc poster, et de là la construction va être différente. Et du coup, aujourd'hui, on ne s'intéresse qu'au poster. Au niveau poster, ce qui est important, c'est qu'on est vraiment sur de la communication visuelle. Donc, c'est de l'attraction en quelques secondes. On passe devant votre poster, clac, ça tire l'œil. Il faut que, si vous avez chopé l'œil, comprendre le message en 2-3 minutes grand maximum. Et surtout que votre poster, à la fin, serve de support de discussion. Le poster, c'est pas comme une affiche de cinéma, c'est accroché et il n'y a rien derrière. Et ça, c'est très important. Et du coup, on va utiliser ces outils de communication visuelle comme le less is more. On n'est pas obligé, et il ne faut surtout pas tout mettre. C'est du teasing. Il faut attirer la curiosité du passant, du chercheur qui va être là. Et ça a été dit à la fin de la présentation précédente, faire très attention, et ça dès le début, à la taille de votre poster, c'est souvent à 0, à l'orientation. Dans la présentation qui a été faite avant, j'ai vu qu'il y avait beaucoup en format paysage. Moi, personnellement, je vois surtout des posters en format vertical, donc portrait. Faire attention effectivement au type de fixation, des œillets, de la pâte à fixe, du velcro, des pinces. Et ça aussi, il faut faire attention. Souvent, les velcro qu'on vous donne, ils tiennent pas vraiment. Votre poster va tenir 2 heures, il va se casser la figure pendant que vous serez dans les conférences. Donc, il faudra venir le rattacher. Donc, pensez à avoir toujours quelque chose qui va bien. Mais du coup, ça peut peut-être aussi conditionner le type de support. Pourquoi pas faire de plus en plus, on fait des posters sous forme de toile. Une toile comme un drap, et bien tendu, ça se voit très bien. L'avantage, c'est que ça se plie, ça prend pas de place, c'est super léger. Maintenant, les posters, alors ça, je le déconseille vraiment, où ce sont des différentes pages A4 collées les unes aux autres le jour de la présentation, parce que c'est trop compliqué d'amener un bazooka ou un tube pour mettre le poster. C'est pratique à transporter, mais ça n'a pas une valorisation terrible. Et pareil, la numérotation du poster, certains congrès vont vous demander de mettre le numéro de poster directement en haut, on va dire à côté du titre. Pas forcément une bonne idée. Prévoyez plutôt un système d'accrochage, décrochage du numéro, parce que si jamais au dernier moment ça change, eh ben, il va falloir que vous refassiez votre poster par rapport à ce numéro qui de toute manière ne servira qu'une seule fois. La lisibilité, c'est de la communication visuelle. Donc, bien faire attention, ça a été dire à la case, à des caractères, à la taille, titre, auteur, interligne, texte. Ça, à peu près, je vous ai donné le ratio de ce qui marche bien quand on fait un poster. Et donc, le titre, ça doit être pas tout à fait 100, là, ici. Et le texte, on devrait être à un peu plus 24. La lisibilité, donc des polices simples, ça a été dit. Une police unique, les posters avec 12 000 polices, ça ne sert à rien. À la limite 2 si vous voulez changer 2-3 trucs.
des espaces, énormément d'espace, énormément de blanc. Le blanc, l'espace, c'est un tiers du poster pour permettre la visibilité et justement le fait de se balader à l'intérieur de l'élément que le poster. Des textes évidemment en phrases courtes, les listes à puces sont à préconiser, des petits paragraphes, 6 lignes c'est déjà pas mal. Donc, je vous ai dit, 6 lignes dans une police qui fait 24-32 points, ça fait déjà une bonne partie, hein, ça va vite. Des couleurs, éviter les pantones qu'on peut voir qui sont absolument illisibles et irregardables, 3 couleurs maximum, idéalement complémentaires, alors pas forcément complémentaires au sens de la colorimétrie, qu'elle soit RGB ou cyan, jaune, magenta, donc le print ou l'écran, mais complémentaires, enfin adaptables, quoi. Pas un rose fluo à côté d'un vert fluo, des trucs voilà, agréables à l'œil. Évidemment, ça a été dit avant, attention aux daltoniens, donc à des couleurs ou autres maladies visuelles qui empêchent la visibilité. Éviter les fonds colorés, les dégradés et des couleurs saturées. On va favoriser les figures au tableau. Les tableaux, et pire si c'est un tableau Excel tout petit, les figures c'est beaucoup plus parlant et ça doit être la priorité de l'ensemble de votre poster. Alors ou par des graphiques simples, ou par des schémas explicatifs, ou par en mettant des organigrammes, des cartes mentales, ou même des illustrations de résultats. Plus c'est graphique, plus c'est visuel, mais compréhensible, plus ça va attirer l'œil. Et du coup, la personne va être vraiment intriguée. Et un graphique va vous permettre justement de démarrer la conversation, parce que n'oublions pas, nous sommes sur de la communication. Donc il va falloir expliquer tout ça. Et c'est ça qui va attirer vraiment les personnes. Cette figure ou tableau, dans le pire des cas, toujours avec un titre clair, une légende courte, et que la figure est un message qui soit évident. On ne se demande pas, mais que vient faire cette figure, ce graphique là en plein milieu de texte. Et les couleurs des tableaux et des figures sont hyper importantes pour la compréhension de la chose et non pas pour la décoration du truc. On n'est pas sur une peinture ou un concours de design. Donc les couleurs, elles peuvent, tout à l'heure j'ai dit 3 couleurs max, là on peut en mettre un peu plus s'il y a une vraie signification à la couleur. Et du coup, essayez de respecter une couleur, que ce soit cohérent. Je dis un exemple, si vous faites une comparaison entre les hommes et les femmes et que certains diagrammes c'est rose pour les femmes, je vais être très basique, et bleu pour les hommes, et ben faut que ce soit partout pareil. Allez pas me mettre une autre graphique où on parlera des hommes, là ça sera en mauve, et les femmes en orange par exemple. Il faut être vraiment cohérent dans l'ensemble de la construction. Et le message doit être unique. Et c'est ça qui est important. Avant même, ça a été dit, hein, d'utiliser, d'ouvrir votre PowerPoint ou autre, il va falloir résumer en un message unique votre travail, ce que vous voulez exprimer. Exemple, nous avons réalisé une étude prospective multicentrique sur, bof, c'est moyen. Parce que là, vous n'allez pas savoir comment limiter et comment délimiter justement votre propos. Alors que si vous dites ce programme augmente de 35% le recours au dépistage, par exemple, là, l'idée, elle est figée. Et en fait, il faut que ce soit cette idée que la personne retienne 1 heure après avoir vu votre poster. Et en fait, si vous ne pouvez pas résumer votre travail en une seule phrase, il y a de très très fortes chances que votre poster soit trop chargé. Donc il faut une phrase courte, intelligible, et que tout votre poster, du début à la fin, puisse démontrer cette idée et uniquement cette idée. Donc évidemment, avec le vocabulaire qui va avec, parce que le vocabulaire, il peut être, ça dépend qui va se balader, qui est dans le congrès et qui va venir devant votre poster. Ça peut être des soignants, des chirurgiens, médecins, paramédicaux, des étudiants, des patients. Et du coup, ça intervient beaucoup. D'ailleurs, je fais une petite aparté. Si jamais vous aviez dans l'idée de déposer un brevet sur quelque chose que vous allez présenter, surtout, vous ne présentez rien. En France, à partir du moment où une chose a été démontrée à un congrès ou même envoyé un résumé sur un truc potentiellement valorisable, ça n'est plus recevable pour brevetabilité. Donc si jamais il y a quelque part un brevet qui doit être fait, vous oubliez. Ou alors avant, vous passez à l'enveloppe solo et à la procédure de protection avant de publier quelque idée que ce soit.
il faut, et ça a été dit aussi précédemment, c'est pour ça que je vous dis que je fais beaucoup de redites, hein, qu'il y a un chemin logique de votre histoire, de ce que vous allez présenter sur votre poster. Chemin logique tant sur la façon dont ça va être lu, dont le public va lire votre poster, mais aussi dans le contenu. Donc évidemment un titre, ça c'est l'élément le plus lu, donc il faut le bosser, il faut vraiment le bosser. Et après, dans certains cas, ça va dépendre. Bon là on est sur, on est au GIRC, donc effectivement tout ce qui est méthodo, objectif a peut-être plus a certainement plus d'intérêt que sur un congrès où je vais parler, je sais pas moi, de la mutation de la levure dans le cas d'un développement agroalimentaire. Bon, bref, il faut vraiment savoir, c'est à partir du thème principal du congrès où on va pouvoir donner une granulométrie dans les différentes parties de notre poster. Mis à part que le titre est essentiel, c'est l'élément le plus lu, et que les résultats doivent prendre la moitié de la taille du poster. Après, derrière, vous allez effectivement pouvoir rajouter du contexte, des objectifs, des méthodes, en étant relativement soft et pas trop verbeux sur ces choses-là. Par contre, plus important, la discussion, la conclusion et potentiellement les perspectives si ça parle, s'il y a un intérêt par rapport au titre et à l'histoire de votre poster. Et tout ça avec une visibilité immédiate. La mise en valeur de votre poster, la personne passe, elle voit de suite un résultat principal, elle voit de suite un chiffre clé, elle voit de suite une figure, voire un résultat majeur. Et ça, c'est intéressant, parce que là, pour l'instant, il n'y a que le poster affiché sur un mur. Il n'y a personne qui l'a présenté. La personne passe, elle a vu des couleurs, elle a vu un résultat, elle a vu un chiffre. Elle se dit, mais ce poster, ça m'intéresse, je vais y revenir quand ça sera le moment de la présentation du poster. Et idem, conclusion, 3-4 phrases. Comme ça lui reste en tête et c'est ce qui va l'attirer à venir au moment de la présentation. Et justement, pour cette visibilité, excusez-moi, je bois un petit peu. Et petit truc en plus, si on en a parlé, c'est justement, vous n'êtes pas là devant votre poster, la personne, ça l'intéresse. Parce qu'elle est passée au moment de la pause café ou autre, mais peut-être elle ne sera pas là ou pas dispo au moment où vous allez présenter votre poster, pendant raison X ou Y. Donc toujours hyper intéressant de rajouter un petit QR code sur le poster. Alors QR code qui va pointer ou vers le résumé, ou vers la publication sur publication, et ou vers de la documentation supplémentaire, et ou vers le PDF du poster lui-même. D'ailleurs, PDF du poster que vous pouvez très bien, comme c'est là sur la fiche, glisser des feuilles A4 à disposition des gens, comme ça les gens se servent. En plus, ils peuvent prendre des notes. Bon, alors, il faut que le A4 il soit lisible. Si c'est juste pour avoir des trames de couleurs et que c'est invisible, ça sert à rien. Autant faire un QR code. Mais là, ça permet à la personne de voir et quand elle va venir en présentiel au moment où vous présentez votre poster, elle aura un peu plus matière à discuter. Et ça, c'est toujours intéressant. Et puis, ce qui est pas mal aussi, et ce qui est peu fait, on a souvent le nom des auteurs, leur institution, ouais, leur affiliation, leur institution, mais on a rarement l'adresse email. C'est quand même bien de mettre votre adresse email de vous, présentateur du poster, histoire que la personne, pareil, si elle n'est pas dispo, puisse prendre vos contacts pour vous recontacter derrière, ou même s'il y a eu beaucoup de monde pendant que vous présentiez votre poster, elle n'a pas pu poser la question parce que où il y avait foule, ou parce qu'elle n'osait pas, ou parce qu'on n'entendait rien. Ça aussi, c'est important quand vous allez présenter votre poster, je reviens après. Elle puisse vous contacter et vous poser des questions supplémentaires, ou, comme on a dit, comme c'était un lieu d'échange et que c'était pour échanger, puisse vous recontacter après. Et l'important, c'est d'être présent au poster. Présent à ce poster parce que c'est de la communication orale. On est là pour discuter, échanger, et on n'est surtout pas là pour lire ou réciter son poster. Parce que les gens ou seront passés avant, et l'auront déjà lu, ou sont en train de lire en même temps que vous écoutez. Donc en fait, l'intérêt, c'est ne pas se retourner toujours contre le poster et montrer votre dos, c'est être face au public et raconter l'histoire de votre poster en simplifiant les choses. C'est un complément d'information, c'est un support de communication. En 30 secondes, c'est l'accroche. Vous dites qui vous êtes, quel est le problème, votre résultat principal et quel est l'intérêt de votre étude. La personne, ça l'intéresse, elle va rester 2 minutes, vous développez un petit peu le contexte, la méthode, les principaux résultats et la conclusion.
Et ça, c'est super intéressant parce qu'en général, quand il y a des sessions posters, elles sont relativement courtes. Il y a de plus en plus de posters dans le congrès, comme ça a été dit. La personne, elle veut en avoir plusieurs. Donc, il ne faut pas vous étendre. Et il n'y a rien de plus pénible quand on écoute un poster qu'une personne qui parle, qui parle, qui parle. On n'ose pas partir parce qu'on a envie d'attendre la fin de l'histoire. Mais là, ça fait déjà 10 minutes qu'on attend et on a d'autres posters à voir. Donc là, il faut faire attention, il faut aller très vite. Par contre, si derrière, c'est un jury où vous voulez créer une collaboration, là, on va pouvoir pousser un peu plus loin les explications, 5-6 minutes, pour justifier et expliquer les choix, les statistiques, les limites, perspectives, etc. Et d'ailleurs, en général, 5-6 minutes, c'est le temps maximum qu'on vous donne un poster quand il y a un jury pour gagner un prix. D'ailleurs, ce prix, ça a été dit, c'est important. Si vous avez un prix poster, dans beaucoup de congrès, maintenant de plus en plus, on voit ça, les gagnants, les 3 premiers, on va dire, ont le droit à un flash talk au dernier moment et vont monter sur scène pour expliquer ou raconter leur poster. En plus d'avoir le prix, ils peuvent avoir un petit talk spécial. Mais qui dit petit talk spécial pour un flash talk, parce que prix du poster, dit sans support visuel la plupart du temps, parce que ça n'a pas été prévu. Donc, ou comme pour les ma thèse en 180 secondes, vous préparez une slide, mais juste une, si on vous autorise à la passer, et c'est celle qui est affichée derrière vous pendant que vous expliquez votre poster. Sinon, il faut que vous racontiez votre poster sans support. Donc forcément, ça se prépare un petit peu aussi. Et puis du coup, le gagnant pour le poster, c'est 30 secondes pour donner envie de s'arrêter, une majorité de résultats, beaucoup de blanc pour respirer, ce que je ne fais pas du tout pendant cette présentation, du contexte et de la conclusion. Et tout ça en 2 à 5 minutes. Et je crois que c'était ma dernière diapo. Je vous remercie, évidemment, je réponds à toutes vos questions. Merci beaucoup, Cyril. On voit qu'au moins, on n'a pas dit trop de bêtises. Donc, non, vous inquiétez Alors, pas. Sur la redite, c'est très, très bien. Et puis, c'est. Par contre, si vous Non, voulez, au je contraire, peux ouais. effectivement montrer un poster. Voilà, c'est Mais ça oui. que j'avais dit que je voulais faire. Montrer un poster. Oui, ce serait Bof, super. on va dire bof. Alors, on va montrer ce poster-là. Donc, je repartage. Partager, pardon. Pendant que vous partagez, peut-être, est-ce que le chat marche? Est-ce que les participants arrivent à écrire quelque chose? Je ne sais pas comment ça a été programmé. Voilà le poster. Et en fait, c'est le poster pour lequel on m'a dit « Ah, Cyril, ce serait bien que tu interviennes à cette formation aujourd'hui, puisque c'est le poster que j'ai présenté au Journée GRSIC à Toulouse l'an dernier, en 2025. C'était en novembre, octobre-novembre, si ma mémoire est bonne, et où j'ai eu un prix. Et comme je vous l'ai dit, le prix, c'est pas tant pour la qualité graphique du poster, je pense que c'était plutôt sur le contenu, parce que le contenu, c'est toujours très important. Si on a un sujet hyper touchy, hyper actu, ça marche bien. Ça marche mieux qu'un truc qu'on va ressasser pendant des années, où là, il va falloir faire un effort considérable de communication et de graphisme. Alors, ce que j'aime pas, ou ce que j'aime dans ce poster, que vous voyez, alors, par contre, je ne sais pas du tout comment ça donne sur vos écrans. Hein. J'ai l'impression qu'on n'a que le haut, qu'on n'a que la. Ah oui, non, mais ça c'est normal, parce que si je vais en taille ok. réelle, Donc, du coup, non, ça c'est bien, on y voit bien. Donc, ce que j'aime bien, c'est effectivement la taille du titre par rapport à la taille des auteurs qui est juste au-dessous. Bon, les affiliations sont vraiment très très petites, mais bon, ça, les affiliations, je pense qu'il vaut mieux mettre l'affiliation en petit, un vrai email comme je disais tout à l'heure pour communiquer. Par contre, la taille des différents logos prend un peu le dessus sur l'ensemble du poster, mais bon, là, nous, on présentait en tant qu'association de patients avec une collaboration avec l'Institut Curie, c'était assez important. Par contre, il y a énormément trop de textes. Contexte, méthodologie, ça prend quasiment un tiers du poster, comme vous verrez dessous. Ce qui est sympa, par contre, et ça j'avais dit qu'il fallait que ce soit la moitié, ce sont les résultats, et dans les résultats, quasiment zéro texte, que des graphismes, que des schémas, que des figures, assez faciles à comprendre, avec un titre percutant. Bon, évidemment, le fait de mettre des petits personnages ici ou des iconographies là, ça attire vraiment le regard et on a envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Après, c'est justement mon rôle, moi, à côté du poster, aller expliquer un peu plus tous ces chiffres que l'on va retrouver. Les verbatims
donc c'est ce qu'il y a dans les bulles mauves ici ou les bulles bleues ici, sont un peu petits à mon goût, et il y en a peut-être un peu trop, mais par contre, ça permet justement, si on a le temps, d'aller plus loin dans l'explication du poster sur cette thématique-là, sur ce sujet-là. Et dernière partie, la conclusion, j'avais dit 6 lignes, bon voilà, c'est 2 fois 3, donc ça fait 6 maximum. Elle est peut-être écrite un peu petite et du coup elle va se retrouver tout en bas du poster s'il y a beaucoup de monde devant, ce qui est souvent le cas quand il y a un jury. J'étais de jury de poster il y a 15 jours, on était 10 membres du jury. Quand on est 10 devant, bah en gros personne d'autre, mis à part le jury, peut voir le poster, on est d'accord. C'est très compliqué, c'était très bruyant aussi, donc pensez à parler fort aussi quand vous expliquez un poster. Et du coup, maintenant, je vais vous le mettre en taille plus petite pour que vous voyez tout d'un trait, qu'on se rende compte ce que ça donne de loin, en visuel. Hop, voilà, en gros, ce que ça fait. Donc, on est bien d'accord que mes résultats qui sont cette partie-là font bien la moitié de ce que j'avais dit. Par contre, mon texte est un peu trop gros, que ce soit dans le contexte à méthodo. Ma conclusion, elle ne sort pas assez. Et au niveau du blanc, des espaces, ouais, je suis pas un tiers quand même. Il en aurait fallu un peu plus. Donc peut-être faire des logos en haut un peu plus petits, du coup accentuer un petit peu les auteurs et mettre une adresse email, faire sortir un peu plus la conclusion. Et, euh, et voilà. Après, je vais pas me plaindre, hein, on a eu un prix. Donc, mais c'était améliorable. Allez, j'arrête le partage. Bah, encore merci pour la présentation. Et puis, oui, l'autocritique, mais qui me semble, comment dire, euh, c'est comme si vous étiez extérieur à la personne qui avait fait le poster en étant en utilisant les grilles standards pour évaluer votre poster avec un recul voilà, qui est Après, bien. c'est toujours compliqué. On est une équipe, mais là, en plus, on est une équipe, donc on est 3 personnes, 2 personnes d'une association, 2 personnes de l'Institut Curie, et la troisième personne qui a fait toutes les analyses stats. Donc chacun y allait de son petit grain de sel sur comment faire les choses, comment les positionner. Et du coup, à un moment, il faut un consensus. Donc on n'est pas forcément 100% d'accord sur un truc, on n'est pas forcément contre, et on fait ça. Et c'est ce qui me permet justement d'être critique sur un travail que j'ai présenté moi-même et dont je suis fier, n'ayons pas peur des mots quand même. Bah, Jean et moi-même, on s'en souvient, hein, puisqu'on y était, on y était, donc voilà. Tout à fait. Euh, je ne sais pas si quelques questions apparaissent dans le chat, mais peut-être qu'en attendant, on va laisser la parole à Loïc, comme ça ce sera aussi une autre expérience du poster. Je sais qu'il a aussi quelques trucs et astuces par rapport à sa propre expérience, et donc comme ça, on aura comme ça 5-10 minutes à la toute fin pour pouvoir être plus tranquille et échanger sans couper de temps à Loïc. Je partage. Alors, je pense qu'on a eu un petit problème de déconnexion de Loïc qui, en voulant, à mon avis, cliquer sur partager son écran, s'est déconnecté du webinaire. Alors, ce qu'on peut vous proposer en attendant, je voulais Peut-être qu'en attendant qu'il se reconnecte, s'il y a des questions ou si vous voulez ajouter quelque chose, Cyril, ou si... Euh, voilà, le petit encart que j'ai fait sur le brevet, c'est super important. Moi, j'ai vu des brevets, c'est pour Ah, toquer. Ah, voilà, Loïc. alors, on t'entend pas Loïc, mais c'est juste parce que le micro est éteint. alors le partage c'est bon, mais pas le son.
Normalement, là, c'est bon. Désolé, j'ai eu un Oui, petit c'est souci bon. technique. Et on reviendra, Cyril, en effet, sur ce point-là. Il faudra bien le rappeler à la fin parce qu'il y a d'autres choses aussi à dire par rapport à ça. Très bien, pas de problème. Mais du coup, merci déjà de me laisser présenter mon expérience. Donc, du coup, je viens de présenter mes retours d'expérience. J'ai présenté un poster à l'AFIC, hein, qui est l'Association française des infirmières en cancérologie. Donc, le projet que j'ai présenté, c'est LC Norita. Moi, je suis infirmier coach, donc c'est coordination, assistance, chimiothérapie et thérapie ciblée orale sur l'oncopole Claudius Rego. Donc du coup, pour vous présenter un petit peu le poster, donc comme vous allez voir, j'ai pas forcément respecté exactement, voire pas du tout ce qu'il fallait faire. Je suis pas resté dans des choses très académiques au niveau de la couleur. Vous allez le voir après, c'était un contrat moral avec les co-conceptrices de ce projet-là, qui sont les patientes partenaires, qui sont très attachées à la couleur rose. Rose, oui, on est dans du rose. À la base, on était dans du rose pastel, qui correspond à leur carnet de suivi. Voilà, un carnet qui va les suivre pendant les 2 ans de traitement. Donc, du coup, LC Norita, c'est quoi? C'est un e-learning patient qui aura pour vocation d'être de l'éducation thérapeutique qui va venir s'implémenter dans un parcours qu'on a créé qu'on a co-construit avec le professeur Dalinck et les patients partenaires. Donc, c'est un parcours qui est venu s'implémenter, enfin plutôt s'appuyer sur l'étude Monarchie qui a été réalisée lors de l'étude du traitement par abemaciclib, et c'est un parcours qui a été créé pour les patientes ayant un cancer du sein non métastatique éligible à un inhibiteur de CDK4/6, donc un inhibiteur de cycline, associé à une hormonothérapie en adjuvant. Pour aller très rapidement, le module e-learning vient compléter un parcours, vient compléter l'éducation thérapeutique en présentiel, tout simplement parce qu'après un bilan du parcours, on s'est aperçu que les patientes manquaient d'informations, avaient besoin de pouvoir les reprendre à tête reposée, pouvoir les reprendre chez elles, et avaient envie de monter en compétences, en capacité d'autogestion. Donc voilà, donc vous pouvez voir un petit peu le parcours. Il s'articule autour de 3 temps, une consultation tripartite, 2 consultations d'ETP, et du coup maintenant vient de s'appuyer un e-learning. Concrètement, on est parti du fait que cet e-learning allait nous apporter de la satisfaction patiente, mais aussi dans l'évaluation en tout cas de l'e-learning, parce qu'on est dans de l'innovation, on n'est pas dans une recherche à proprement parler. Donc on demandait un score de progression de 30%, et la recherche en elle-même va être faite par une interne en oncologie qui va venir faire une recherche directement sur le parcours complet avec l'e-learning compris, qui va s'intéresser au taux d'abandon du traitement adjuvant vs l'étude initiale qui est Monarchie. On part sur 25,5, même 0,6% d'abandon du traitement. À l'époque de la conception du poster, justement pour la présentation, j'avais pas d'image en fait, parce que la conception technique n'avait pas démarré. Donc là, vous avez un petit peu l'image qui a été réalisée par une graphiste. Donc ce projet ce projet d'innovation qui a un autre nom, hein, qui s'appelle maintenant e-coaching Seniorita, du coup pour coller avec les infirmiers coachs. Donc, du coup, c'est un e-learning qui a été créé en co-conception pour un DU, en fait, le DU en santé connectée, métaverse en santé, que j'ai dû adapter, justement, on en parlait tout à l'heure, c'est mon mémoire que j'ai dû adapter en poster. Donc voilà, ça a été un exercice, hein, parce qu'on a toujours envie de beaucoup en dire. Et en fait, sur un poster, il faut quand même être succinct, comme le disait tout à l'heure mon collègue. Du coup, ce projet a eu le prix coup de cœur du jury de l'Université Paris Cité, pardon, et on a répondu à l'appel à projet de la Ligue régionale contre le cancer et on a obtenu 16 000 euros. Donc, juste après, on s'est lancé dans la conception du poster. Pour postuler au Rio de la FIC, on a la chance d'avoir une cadre de santé qui fait partie du coup de la FIC, hein, et qui du coup nous a un petit peu aussi motivé, donné les dates, ce qui nous a permis d'être prêts. On s'est lancé avant la conception technique du projet. J'ai mis 3 petits points parce que vous verrez que peut-être on est allé un petit peu trop vite. Pour candidater, on a été sur le site, on a donné un résumé et le poster vu qu'il était déjà prêt. De qui s'entourer? Pour moi, ça a été assez important de vous présenter un petit peu par qui vous pouvez vous entourer. Concrètement, je vais vous conseiller d'aller voir l'équipe de communication de votre entreprise, souvent équipée d'une personne qui est très bonne en graphisme, voire d'un graphiste. Pour nous, c'était compliqué tout simplement parce qu'on avait déjà sollicité cette équipe pour la création des vidéos de l'e-learning. Donc, on est parti dans la réalisation du poster sans aide technique. Juste, j'ai fait un petit appel à un ami. On s'est fait aider par notre cadre pour la conception et l'organisation du contenu. Je vous conseille d'ailleurs de vous faire relire et surtout de vous faire aider par des personnes qui ont déjà soumis un poster. C'est vraiment très important, je trouve. Ça peut vous aider aussi dans la construction et d'éviter de tomber dans les pièges dans lesquels nous, on a pu tomber, mais surtout sur le côté graphisme.
Ce que j'ai utilisé pour la construction technique, je vais vous présenter surtout le positif. Donc le positif, ça va être Canva. Pour moi, c'est vraiment, alors pareil, j'ai pas de lien avec Canva, mais c'est ce qui a été très intuitif, une prise en main facile. Il y a des modèles que vous pouvez utiliser. Moi, j'ai utilisé des blocs, des zones de lecture qui permettent d'avoir quand même justement des espacements et de pas étouffer la présentation. Vous avez une version payante qui est forcément plus performante. Je vous conseille de voir avec l'équipe de com parce que souvent l'équipe de com a cette version payante. Donc si vous y avez accès, voilà. Sinon vous avez toujours un essai gratuit de 15 jours. Ça, c'est un peu court pour créer le poster, mais ça peut être fait. PowerPoint, moi je trouve ça moins intuitif. Le travail des masques, des templates, c'est un peu plus complexe à mon niveau. Acrobat Story et tout ce qui va être un petit peu Adobe Design, concrètement, il faut avoir un bon niveau d'utilisation, il faut l'avoir déjà utilisé. Je vais un peu reprendre ce qu'ont dit mes collègues. Effectivement, utiliser des QR codes, ça peut faire déjà gagner de la place sur un poster. Et puis, c'est toujours sympa de pouvoir aller prendre une photo et d'accéder directement à la bibliographie, d'accéder à l'étude complète, voire même au contact, un LinkedIn, une adresse mail. Anticiper le format. Moi, c'est ce que je n'avais pas fait et la taille du texte. Voilà. Donc ça, j'ai dû le faire et l'impression. Voilà. Faut faire attention aux images que vous mettez parce que la qualité va moins bien sortir à l'impression. Et tout ça, c'est des choses à penser avant pour pas y penser 3-4 jours avant l'impression ou avant le congrès, ce qui a été mon cas. Je me suis fait piéger là-dessus. En fait, le risque, c'est du coup de diminuer un petit peu la qualité de votre poster. La charte pardon visuelle, bien y réfléchir avant, finalement à ce qui est déjà fait, mais aussi à ce que vous voulez faire et vous voulez transmettre. Donc nous, on est un peu sorti du cadre, mais tout simplement, il y avait un benchmark qu'on voulait garder. Et je vais pas vous mentir, ça a détonné un petit peu, ce rose a détonné et finalement, ça a fait venir beaucoup de gens et ça a attiré l'œil de suite par rapport à tous les autres posters blancs qu'il y avait. Finalement, j'avais beaucoup de gens qui venaient voir le poster lors du congrès. Donc le négatif dans la construction technique, le DU finalement en santé connectée, j'avais jamais utilisé d'IA avant, là on nous a un peu boosté pour utiliser les IA. Donc l'IA fera pas votre poster. Et concrètement, j'ai perdu beaucoup de temps. Quand je dis beaucoup de temps, c'est des jours, voire des semaines finalement. Mais j'en avais envie, c'était mon but aussi. J'avais pas d'image à intégrer, il fallait qu'il y ait des images qui présentent un petit peu le poster. Perte de temps, pourquoi? Parce que vous allez perdre des tokens. Donc le token aussi, c'est pas comme dans les jeux vidéo où l'argent que vous mettez, c'est plus l'utilisation que vous faites de l'IA. Surtout maintenant, elle est assez encadrée. Vous risquez d'avoir des hallucinations, comme le disait Jean tout à l'heure. L'hallucination, c'est juste que l'IA, elle part dans tous les sens, elle invente. Ne jamais faire une bibliographie avec une IA, vous allez avoir des mauvaises surprises. Il faut savoir travailler son prompt, il faut qu'il soit impeccable. Du coup, moi, j'ai utilisé plusieurs applications finalement pour aller travailler le prompt. D'une application à une autre, ça peut être assez fastidieux comme travail. J'ai aussi utilisé pour un schéma Canva. Alors Canva, pas l'application, hein, mais vraiment Canva, la console de développeur de Gemini. Donc là aussi, il faut avoir des notions quand même de code à minima ou d'avoir déjà trafiqué un peu du code. Sinon, vous allez vite être complètement dépassé. Ça fait des images saturées, un texte pas forcément lisible, donc un texte illisible. Nous, ce qu'on voulait, c'était justement des images saturées, des images qui fassent très numériques. Donc on était dedans. Maintenant, pour quelque chose d'assez académique, je suis pas sûr, mais bon, vous pouvez vous tester, vous amuser aussi. Hein, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Moi, j'ai passé plusieurs jours de travail, des semaines, et finalement, il a fallu que je retouche avec Canva, mais là, cette fois-ci, l'application, pour harmoniser les couleurs. Comme vous pouvez le voir sur les schémas, on avait du bois. Finalement, moi, je voulais pas du tout du bois, je voulais quelque chose de très rose. Et puis, quand vous transformez en rose, ça va plus du tout, vous perdez l'image se dépixélise. Donc moi, j'ai pas été fan de ça. Je vous ai mis quelques IA que j'ai utilisées, notamment en simultané pour les prompts. Concrètement, je vous conseille plutôt de privilégier Canva ou une banque d'images gratuite, Pixabay, qui sont justement, il faut s'assurer que c'est libre de droit parce que c'est ce qu'on va vous demander dans les congrès. Donc assurez-vous que les images que vous utilisez sont libres de droit et comme vous pouvez le voir dans l'image, vous avez un petit logo Gemini. Donc si vous voulez pas que ça apparaisse, il faut retravailler les images. La présentation orale. Quel congrès qu'en postuler, pourquoi? Donc nous, c'était assez immédiat de savoir qu'on voulait aller postuler là-bas, donc au Rio, hein, aux rencontres infirmières en oncologie, tout simplement parce que on avait déjà postulé un poster l'année précédente, donc en 2025, et on avait eu le 3e prix, donc par Élise Munier, une collègue à nous.
Et donc, on avait envie d'aller présenter ce projet qui était tout naissant finalement, hein. On avait à peine obtenu l'appel à projet, donc les sous qu'on n'avait même pas encore utilisés pour pouvoir construire le e-learning. Pourquoi on l'a fait? Pour faire connaître le projet, pour prendre un petit peu la température, parce que c'est un peu touchy les outils numériques, hein, dans le soin. Quand on vient implémenter un outil numérique, il faut s'attendre, et ce que ça a été le cas, à avoir des critiques peut-être un peu plus incisives. Mais il faut quand même recueillir les avis, ça permet d'avoir des axes d'amélioration. Moi, ça a beaucoup mûri le projet, et El Señorita, en fait, c'est une niche, hein, c'est un projet niche, et derrière, il y a un gros projet de recherche que je construis, qui a été présenté à la direction justement d'innovation et de recherche paramédicale de l'Oncopole, qui va être le grand frère d'El Señorita, et ça m'a permis de faire mûrir aussi ce projet-là. Et puis c'était aussi une fierté de pouvoir présenter à nos collègues infirmières, infirmiers, de pouvoir aller présenter cet outil et recueillir leur avis dessus. La présentation orale, c'est pas forcément là où l'exercice dans lequel je suis le plus à l'aise. J'ai des neuroatypies, donc forcément c'est très compliqué pour moi, mais finalement c'est très enrichissant. L'épreuve du feu, parce que en fait il faut vraiment capter l'attention pendant des pauses où vous avez des stands avec des goodies, donc je peux vous assurer que les gens étaient plus sur les goodies que sur finalement les posters, même s'il y a eu quand même du monde. J'étais assez surpris finalement de l'engouement et des questions diverses, vraiment, et variées, notamment sur la charte graphique. Ça a beaucoup étonné finalement et détonné, mais ça a plu. Ce qui m'a, je pensais partir au casse-pipe, et finalement non, ça a plutôt plu et accroché. Moi, je vous conseille d'anticiper toutes les questions, de les préparer. Pourquoi pas, tout à l'heure, ça a été dit avec l'intelligence artificielle, parce qu'elle va vous poser plein de questions. Moi, je l'ai fait. Finalement, les questions étaient tout autres, mais vraiment de les anticiper, de préparer le pitch comme ça a été dit, parce que moi, du coup, je devais juste présenter à côté du poster, et puis finalement, j'ai l'équipe de com de la FIC qui m'a interviewé. Donc là, vraiment, avec une équipe, caméra, pose de micro, c'est une autre ambiance. Et heureusement que j'avais préparé un pitch, parce que sinon, je me serais laissé déborder. Et bien préparer son sujet. Bon, généralement, c'est des sujets qu'on maîtrise, hein, parce qu'on y a travaillé dessus, mais y travailler chez soi devant son ordinateur, même en parlant avec ses collègues, c'est différent d'aller le présenter à ses collègues. Les éléments à retenir, moi j'ai envie de dire, utilisez l'outil que vous maîtrisez le mieux. Si vous savez utiliser PowerPoint, utilisez celui-là. Si vous savez utiliser Canva, utilisez celui-là. Vous pouvez aller tester, hein, de toute façon, il y a pas de mal à aller tester, mais vraiment, utilisez un outil que vous maîtrisez, parce que c'est souvent dans l'impression, quand on passe à l'impression, quand on passe au format à 0, que vous pouvez avoir des surprises, et si vous maîtrisez pas le sujet, ça peut vite devenir contraignant. Savoir s'entourer. Nous, on a dû le faire un petit peu tout seul, mais vraiment, vous avez des équipes qui peuvent vous aider, que ce soit la com, que ce soit le graphiste de votre institut, de votre hôpital. Moi, concrètement, je vous déconseillerais les IA pour générer des images, surtout dans quelque chose de très académique, tout simplement parce que des fois, ça correspond pas à ce que vous voulez, et vous aurez des choses des fois qui, voilà, avec un texte complètement à s'arracher les cheveux finalement, parce que vous avez travaillé des heures, et que le texte finalement vous sortira avec des fautes ou pas du tout ce que vous attendez, surtout sur les schémas. Je vous conseille aussi de bien préparer l'oral. Finalement, peu importe le format, comme je vous disais tout à l'heure, que ce soit pour être à côté du poster, que ce soit finalement aussi pour vous faire interviewer, que ce soit pour être en amphithéâtre, de bien le préparer, de s'entraîner, de se chronométrer pour pas dépasser le temps, d'anticiper les questions pour être à l'aise dans les réponses. Il y aura des questions auxquelles vous n'aurez pas anticipé, vous aurez des comme je viens de faire assez régulièrement, mais c'est comme ça se travaille, et puis ça viendra au fur et à mesure du temps. Et peut-être aussi vous détacher du projet. C'est difficile quand tu en as travaillé, quand c'est notre bébé et qu'on vient le présenter, mais finalement les critiques que vous allez avoir, enfin du moins comme nous on a eu, que j'ai eu, du coup c'est moi qui suis allé présenter, finalement elles ont servi à m'améliorer dans ma présentation, mais aussi d'améliorer le support, et d'améliorer finalement peut-être mes futures présentations par poster. Et respirer. Voilà, ça c'est un défaut que j'ai, mais il faut respirer entre chaque question. Ça vous permet aussi de respirer, de pouvoir réfléchir. Reformuler aussi, ça peut permettre de réfléchir à la question, parce que des fois vous avez des questions assez brutes, et il faut y répondre de manière un peu moins brute, et du coup des fois de demander à la personne de reformuler, ça vous laisse un petit peu de temps. En conclusion, moi du coup de se préparer ce PowerPoint, ça m'a permis finalement de réfléchir à notre communication. On a choisi une communication visuelle, est-ce que c'était le bon moment? Donc là je vais citer Francis Bacon. Le temps est le régulateur de toute chose. En fait, j'ai pris des heures à inventer des images, finalement, parce que je n'avais pas le produit achevé, je n'avais pas d'image à mettre.
Et je pense que c'était une erreur de timing. Tout simplement pourquoi? Parce que en fait, en attendant juste un an, c'est-à-dire pour le présenter, mettons, à cette AFIC, donc la FIC 2027, qui sera en mars, je présume, finalement, on aurait eu un produit fini. On est en train de le finir, concrètement de faire le développement là sur le Learning Management System. Et j'aurais perdu moins de temps dans l'effort de création. Concrètement, moi, je me suis éclaté. Mais est-ce que c'était le moment d'aller donner quelque chose de visuel? Peut-être pas. Une communication orale, tout à fait. Maintenant, la temporalité, le choix de communication était peut-être pas le bon à ce moment-là. Mais finalement, ça m'a permis de nourrir le projet. Le poster, on l'utilise encore quand on le présente aux patients partenaires, parce qu'il y en a plusieurs qui viennent s'ajouter. On ne prend pas les mêmes que celles de la conception qui nous ont aidés à faire la conception. On n'a pas les mêmes patients partenaires pour finalement venir nous aider à développer le projet. On s'en sert aussi pour les labos, on s'en sert aussi en interne. Quand on a dû aller présenter le projet en conseil de département de médecine, on s'appuie aussi sur le poster. Euh, et du coup, les échanges ont fait nourrir le projet. Je vous disais tout à l'heure, pour le futur projet de recherche, qui là sera vraiment un projet de recherche paramédicale, tous les échanges que j'ai eus ont fait nourrir, notamment sur l'impact de la solution d'e-learning, de pas venir remplacer l'humain, voilà, un certain frein de certains à l'intégration d'outils numériques. Ça peut permettre d'être préparé pour l'autre projet qui lui est un plus gros projet qui va venir s'implémenter dans tous les parcours. Et il faut du coup être prêt à ce genre de choses parce que c'est vraiment des questions qui vont revenir. Mais du coup, merci beaucoup de votre attention. J'espère que j'ai respecté le temps. Hop, je vais arrêter le partage. Merci beaucoup, vous avez tout respecté et je n'ai pas entendu de E. Donc tout va bien. Bon. C'était C'était très bien et complémentaire encore à la fois des choses qui confirment, voilà, petit à petit on voit se dessiner, ah oui, le poster, enfin voilà, je pense qu'on va ressortir de ce webinaire avec des idées un petit peu plus précises. Et puis vous avez aussi ajouté l'idée que le poster, il reste aussi, il continue Mm. d'être un support. Ensuite, c'est pas, on voit que vous avez beaucoup travaillé, Cyril aussi pour concevoir ce poster ou d'autres posters, mais c'est un investissement qui n'est pas complètement perdu. C'est pas un one-shot le jour du congrès. Il continue à vivre ensuite, que ce soit par les relations ou parce que vous pouvez continuer à communiquer avec, avec ce support. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. En effet, un grand merci à tous. Alors, je ne sais pas si les participants veulent poser des questions tout de suite, sinon ça peut se faire aussi en reprenant contact avec vous à la suite du webinaire par email. Dire aussi que le replay sera disponible avec le support qui sera accessible aussi, donc vous pourrez prendre le temps de re-regarder tout ça sans problème. Moi, je trouve que l'idée, on avait, c'est le groupe recherche paramédicale qui a eu l'idée de faire ce webinaire. On s'est dit, tiens, le poster scientifique, on n'était pas, enfin, si, on trouvait que c'était une bonne idée, mais on savait pas trop comment l'organiser ou comment le faire. Et là, je trouve les trois interventions combinées nous laissent voir quand même l'ampleur de ce que c'est. Un poster, c'est pas juste un petit bout de papier, une petite affiche qu'on va coller quelque part. Il y a tout le travail de réflexion, de conception, de diffusion qui va avec. Je trouve ça, moi, je me servirai de ce nouveau support et tout ça pour des cours éventuels que je devrais faire. Donc, je trouvais ça vraiment un grand merci. Et je rebondis sur ce que avait dit Cyril sur l'histoire du brevet. Alors, non seulement ça, je ne savais pas que quand on n'avait pas breveté, le fait d'avoir déjà diffusé sur un poster, ça devenait, on ne pouvait plus breveter. Et puis aussi, peut-être sur quand c'est pas publié, alors des fois, on doit aller présenter des posters qui ne sont pas publiés ou des protocoles de recherche. On vit dans des milieux qui sont normalement bienveillants avec des chercheurs, on a envie d'avancer, mais des fois on peut aussi se faire, entre guillemets, Choper. emprunter des idées. Ouais, non, Voilà. ça m'a Donc il toujours faut. halluciné de voir ou dans des posters ou dans des communications orales, euh, data non publiée, merci de ne pas prendre en photo. Et ça, c'est très bien de le marquer, mais tout le monde s'en fiche en fait. Il y a de fortes chances que ces data fuitent. Et si ça doit y avoir un brevet derrière, vraiment un dépôt d'invention, c'est rédhibitoire. En France, en Europe, c'est rédhibitoire. C'est niette. Il suffit qu'une personne, alors que le truc est bien avancé, vous avez déjà lâché énormément d'argent
d'argent lève le doigt en disant « je l'ai vu à un congrès », c'est mort. Par contre, si vous me permettez, moi j'aimerais bien rebondir, parce que c'était super intéressant ce qu'a dit Loïc sur la taille des images des posters. Parce que entre une image qu'on met sur une petite résolution 72 dpi sur un PowerPoint ou Canva, où ça fait à peu près joli, quand ça va sortir en A0, on est sûr et certain que ça va être pixelisé et que ça va être très moche. Donc faire attention à ça, et comme on vient de parler de brevet, faire attention aux droits d'auteur et à qui appartient l'image et est-ce qu'on a le droit d'utiliser. La plupart du temps, vous demandez à l'auteur, il vous dira oui, c'est pour une bonne cause, et c'est rarement non, et il vous fera pas payer. Mais si on peut mettre sa petite mention en dessous, c'est pas mal. Et donc une image en poster, c'est minimum 300 dpi. Sur le papier, sur le print, c'est du minimum. Alors, on avait aussi une question dans le chat de Alice Freland qui nous demandait quel conseil pour trouver un titre accrocheur à un poster. Elle suggère l'IA. Alors, je ne sais pas si j'ai la réponse tout de suite, bien sûr que ça peut marcher, enfin, plus ou moins, mais je vous dirais bien que le prochain webinaire du 29 septembre portera sur l'utilisation de l'IA dans la recherche. Qu'est-ce qu'on fait, comment on peut l'utiliser et qu'est-ce qui existe comme données aujourd'hui en France et dans notre interrégion sur l'utilisation de l'IA en santé. Pour le titre, je pense qu'il est important, je ne sais plus qui a dit ça, mais justement, c'est de voir avec ses collègues, voir quelqu'un qui n'est pas du sujet, voir avec sa tante, justement, qui m'avait pas l'air très sympathique initialement, la tante en question, lui dire, voilà, si je te dis ça comme titre, est-ce que derrière, tu as envie d'y aller ou pas du tout? Si c'est rédhibitoire, ça va pas le faire. Donc après, effectivement, trouver la bonne balance entre les professionnels et les non-professionnels. Loïc a beaucoup parlé de patients partenaires. Peut-être demander aux patients partenaires qui sont une nouvelle voie, on va dire, du soin et de la recherche aussi. Et du coup, ils ont certainement leur mot à dire. Et surtout, ça va permettre d'avoir un vocabulaire peut-être non spécialisé et du coup ouvert à un plus grand public. Ouais, en effet, poser la question, enfin, pour le titre ou pour le message à faire passer à la personne directement concernée. Un patient, ça peut être quelques personnes, vous peut-être dans les services d'oncologie, on y pense peut-être plus facilement. C'est une culture qui est peut-être plus ancrée, mais ça devrait devenir presque un réflexe. Je crois qu'on arrive tranquillement vers les 16h01 pétantes. On vous remercie tous pour votre présence à ce webinaire. Merci encore aux participants. Et du coup, on vous retrouve le 29 septembre pour le webinaire de la rentrée sur l'utilisation de l'IA. Ouais, vraiment, merci beaucoup à Cyril et Loïc pour la qualité de vos présentations. On n'a pas eu le temps de se voir en amont, mais je trouve que ça a bien fait pour moi hein, qui participe et qui voit ça. Je vous remercie infiniment. Et bien tant mieux, et merci pour l'invitation. Je vous enverrai, quand on raccroche ça par mail, je vous envoie la présentation, puisque au final, j'en ai fait une. Bah oui, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir. À bientôt, bel été. Bonne journée.